m'appelle Fabien Malaxi. Je fais partie de l'association PEA pour l'égalité animale. Dans cette présentation, je vais essayer de parler des poissons et de répondre à cette question qui sont les poissons. Pour cela, je vais utiliser surtout des anecdotes scientifiques qui m'ont personnellement étonné et touché, qui, je pense, permettent de vraiment bien connaître les poissons et puis de réfléchir un petit peu sur ces animaux. Je vais commencer par présenter PEA, pour ensuite parler de spécisme, parler un petit peu justement des choses qui m'ont inspiré pour cette présentation, et parler d'éthologie. Je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, je vais parler de pourquoi parler des poissons, et je vais essayer de parler un petit peu de tout ce qui est leur capacité de mémoire, des liens qu'ils font, de tout ce qui concerne leur personnalité, de ce qu'ils observent, de ce qu'ils en déduisent. Je vais parler d'un cas particulier qui est le labre nettoyeur, qui est un cas vraiment très touchant et où on voit vraiment les capacités étonnantes des poissons. Et pour parler ensuite de ce que ressentent les poissons. Donc tout d'abord, PEA. Qui est PEA? Donc on est une association suisse romande. L'objectif, c'est créer un débat de société, faire réfléchir les gens autour de questions qui ont attrait aux animaux et à nos rapports aux animaux. Il y a à peu près 1000 membres qui font partie de PEA aujourd'hui. Et oui, donc c'est ce que je vous disais un petit peu, les deux grands axes de PEA, c'est un, faire réfléchir les gens grâce à cette notion qu'est le spécisme, et deux, c'est faire connaître du coup les capacités et les intérêts qu'ont les autres animaux. En fait, ça découle un petit peu du premier. Le cadre de cette présentation, c'est plus justement faire connaître les capacités et les intérêts des animaux, mais je vais faire justement du coup petite introduction rapidement au spécisme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le spécisme? Donc, la définition un peu courte, c'est l'idée que l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique pertinent. Donc il y a pas mal de définitions, mais on va dire que celle-là est généralement acceptée, à des détails près. C'est un mot qui a été créé dans les années 70 par analogie au racisme et au sexisme. Je pense que ça permet aussi de bien le comprendre. Le racisme étant la discrimination arbitraire basée sur la couleur de peau, qui est un critère biologique. Le sexisme, la discrimination arbitraire basée sur le sexe d'une personne, ce qui est aussi un critère biologique. Et le spécisme, donc, c'est la discrimination arbitraire basée sur l'espèce, donc qui est aussi un critère biologique. Et généralement, il est reconnu en philosophie ou en éthique que les critères biologiques n'est pas un critère sur lequel on peut se baser pour discriminer. Alors, du coup, refuser le spécisme, qu'est-ce que ça veut dire? Refuser le spécisme, avant tout, c'est tenir compte des intérêts de chacun. Et ça, indépendamment de son espèce. Donc en gros, c'est là où entre le cadre de cette présentation, c'est que du fait qu'on soit forcément antispéciste, on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse à leurs capacités, on s'intéresse à leurs intérêts, de façon à les prendre en compte. En gros, un antispéciste n'a pas de meilleurs principes moraux, il n'est pas mieux, il ne fait pas les choses mieux, c'est juste qu'il a les mêmes principes moraux, mais il les applique sans tenir compte de l'espèce. Donc si, par exemple, un principe moral normalement accepté par tout le monde, qui est « si nous pouvons empêcher une souffrance ou un meurtre non nécessaire, nous devrions le faire », la question est « pourquoi ne pas l'appliquer tout simplement à tous les êtres sentients, c'est-à-dire qui peuvent ressentir de la douleur et pour qui leur vie importe ». C'est un peu les bases de l'antispécisme. Souvent c'est résumé, enfin moi j'aime bien ce résumé-là, c'est lequel caressez-vous, lequel mangez-vous et pourquoi. C'est un peu se poser ce genre de questions. Alors maintenant que vous avez mieux compris la notion de spécisme, on comprend mieux le pourquoi on étudie le comportement des animaux. Donc ça c'est une science relativement récente. Les bases de cette science, c'est 1940, mais en fait les études sur les animaux c'est très très récent. C'est vraiment que dans les années 80, 90 ou 2000 qu'il y a vraiment des études qui sont faites, c'est que l'éthologie devient vraiment une vraie science reconnue. Et c'est une science qui permet de voir un petit peu les capacités cognitives, émotionnelles, les critères de conscience de soi, quelles sont leurs capacités de manière générale, et ça va même jusqu'à est-ce que certains animaux ont un sens moral de la justice. Alors, donc je suis moi ni biologiste ni éthologue, je ne vous livre pas du tout le résultat de mes recherches, ni mon analyse directe des textes. Je me suis basé pour cette présentation principalement sur le livre de Jonathan Balcombe,
qui est biologiste, donc éthologue, spécialisé dans l'étude des comportements animaux. Il a écrit 4 livres, dont What a Fish Know, et qui a été traduit en français et qui s'appelle À quoi pensent les poissons. Il écrit énormément d'articles dans des revues scientifiques et il passe régulièrement dans des émissions sur la BBC ou National Geographic. C'est vraiment une sommité, d'autant plus sur les poissons. Cette présentation est aussi beaucoup inspirée du travail de Pierre Sigler, qui est documentaliste pour PEA, qui a écrit énormément d'articles, que ce soit sur la nutrition, mais aussi sur les poissons. Donc il condense tout ça et puis il nous fait des belles pages. Donc si vous voulez des informations, il y a le site PEA, donc asso-pea.ch, qui a beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets, y compris le spécisme, mais aussi les poissons, la nutrition et beaucoup d'autres choses. Et du livre a été aussi créé par Sébastien Moreau et Fanny Faucher une bande dessinée qui s'appelle Les paupières des poissons, qui reprend pas mal justement d'anecdotes qui sont aussi décrites dans la présentation. Alors, aujourd'hui, donc, j'aimerais vous présenter quelques éléments de biologie et d'éthologie qui concernent les poissons et les animaux aquatiques de manière générale. Tout d'abord, pour vous faire découvrir des animaux qu'on connaît mal et des comportements, des capacités qui sont assez fascinantes. Alors, pourquoi on les connaît mal à cette question, moi j'aime bien cette image d'Insolent Vedi. Donc, c'est une fille qui fait des bandes dessinées vraiment géniales et qui arrive à résumer assez rapidement en 2 croquis des choses assez compliquées, mais là on le voit bien. Donc on a le texte en haut, ils sont 1000 milliards à être tués chaque année dans des conditions atroces et tout le monde s'en fout. Donc à titre de comparaison, pour les animaux terrestres, c'est 60 milliards d'individus, là c'est 1000 milliards d'individus tous les ans. Et par rapport au chiffre qui est gigantesque, on s'en fout, donc ça fait un peu bizarre de voir ce parallèle-là. Et puis on voit donc Insolent Vedi qui justement est antispéciste et veut les défendre et parle aux poissons alors qu'il y a un pêcheur à côté. Et elle leur dit, oui, alors si vous pouviez être un tout petit peu plus expressif, parce que là c'est vachement dur de vous défendre, genre crier quand vous avez mal, être mignon et poilu, faites un effort. Donc c'est un petit peu, ça montre un peu la difficulté qu'on a un peu de parler des poissons. Ils sont vraiment très loin de nous, ils sont très différents de nous, et on a du mal à comprendre ce qu'ils expriment. Ils n'ont pas de mouvement de queue évident comme quand il y a des chiens qui souffrent ou des mouvements faciaux qui sont là. Du coup, on a du mal à reconnaître des individus entre eux. Donc ça, c'est une première grosse difficulté, c'est toute cette différence qu'on a vis-à-vis des animaux qui ne facilite pas justement la compréhension de ces animaux et la prise en compte de ces animaux. Donc pour toutes ces raisons, leurs capacités ont très souvent été sous-évaluées, voire moquées. Et la première de celles-là, c'est le mythe de la mémoire des 3 secondes. Donc ce mythe, pour parler de ce mythe, j'ai aussi utilisé des bandes dessinées. Tout le début, c'est beaucoup de bandes dessinées. Avec 2 poissons qui discutent entre eux, il y en a un qui parle à l'autre et qui dit « Tu savais que les humains pensent que notre mémoire dure 3 secondes ?» Le deuxième lui répond « Mais d'où ils ont sorti ça ?» Et 3 secondes plus tard, le premier poisson ne se rappelle plus du tout de ces questions. Donc ça, ça représente un petit peu l'aspect un peu bizarre de ce mythe, d'autant plus que c'est pas du tout cohérent une seule seconde que des poissons qui vivent dans des organisations, dans un monde complexe, qui ont une espérance de vie assez grande, n'aient que 3 secondes de mémoire. Donc c'est un peu bizarre d'imaginer ce genre de choses, mais ça montre bien justement le fait qu'on les sous-évalue énormément. Et pendant longtemps, en fait, il n'y a même pas eu du tout d'études sur la mémoire des poissons. Ça a été beaucoup passé à l'as. Et dès qu'il y a eu des études, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez impressionnant la capacité des poissons à retenir des informations. Par exemple, en 2001, il y a eu un test qui a été fait sur des rainbow fish, donc des poissons arc-en-ciel. Et on peut se demander d'ailleurs comment on fait pour savoir si un poisson a appris quelque chose. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça a été fait pour essayer de voir et estimer la mémoire des poissons et réussir à lui faire retenir quelque chose. Alors pour ça, pour apprendre un comportement qui est un comportement d'évitement, donc ils ont placé un poisson dans un aquarium
qui est représenté en bleu, avec un filet qui est tout à droite, et ce filet comporte un trou mais qui n'est pas très visible. Et donc dans un premier temps, le poisson est mis dedans avec un filet qui fait exactement la même hauteur et largeur que l'aquarium, donc il ne peut pas vraiment passer de l'autre côté. Le filet avance, et le poisson, voyant le filet arriver, commence à fuir, de façon à ne pas prendre le filet. Et arrivé vers la fin de la course, le filet ralentit, laissant le poisson le temps d'observer le filet et ainsi de voir qu'il y a un trou assez grand pour passer. Le poisson passe alors de l'autre côté, et le filet peut terminer la course de l'autre côté. Et donc, normalement, si tout s'est bien passé, le poisson a dû retenir qu'il y avait un trou dans le filet. Donc, suite à ça, quelques minutes plus tard, le test est refait. Normalement, le poisson se rappelle de la chose et il va éviter plus rapidement le filet de façon à... donc ça, c'est ça le principe de lui apprendre un comportement d'évitement. Donc là, un petit quiz. D'après vous, ce rainbow fish, après combien de temps va-t-il reproduire ce comportement sans l'avoir revu après? Donc, par exemple, il y a 11 jours, 11 semaines, 11 mois ou plus. Donc là, c'est un peu C et D. En fait, c'est plus de 11 mois, sachant que l'étude n'a pas pu aller plus loin. Sachant que ça représente un tiers de la vie d'un poisson arc-en-ciel, ça représente énormément. En fait, ça se demandait même s'il ne va pas s'en souvenir tout le temps. Donc il y a eu d'autres études sur les poissons. Il y a ces poissons gobies qui vivent dans des petites flaques d'eau, dans des marécages, et qui se nourrissent dedans. Donc en gros, ils vont de flaque d'eau en sautant. Et c'est ça, ils le font, ce saut de flaque en flaque, surtout en cas d'agression par rapport à un prédateur. Et ça les amène à devoir changer de flaque d'eau. Voilà. Donc, pendant longtemps, il y a des scientifiques qui se sont posé la question de comment ils faisaient, est-ce qu'ils sautent, qu'ils regardent, et après ils sautent, sachant qu'ils ne se ratent jamais. Et il y a une étude scientifique de Lester Aronson qui a été faite en 1971, qui a permis de découvrir qu'en fait, ce poisson, à marée haute, cartographie la totalité d'une zone, et il le fait en une passe. Il est capable de savoir quelle flaque mène à quelle flaque à l'avance, et ça pendant au moins 40 jours. Donc réussir à cartographier toute une zone et la retenir pendant au moins 40 jours en un seul passage, voilà de quoi est capable le goby. Donc là, on est vraiment très très loin des 3 secondes de mémoire. Autre anecdote, très rapide, je voulais parler au moins des poissons rouges, sachant qu'il y a beaucoup d'autres poissons, mais il y a beaucoup d'études sur les poissons rouges qui montrent qu'ils peuvent retenir des informations pendant au moins un an. Il y a peu, voire pas d'études qui sont au-dessus d'un an. Et on entend plus facilement parler des poissons rouges parce que c'est plus un comportement qu'ils ont dans la nature qui, une fois qu'il est pondu, va dans l'océan et ensuite il peut parcourir plus de 6000 km pour retrouver la rivière dans laquelle il a éclos pour pondre à son tour. Et ça peut se passer genre 1 année, 2 années, voire 3 ans après pour certains saumons. Et ça, il le fait juste via le magnétisme, l'odorat et sa mémoire. Donc c'est assez exceptionnel, d'autant plus qu'en fait, il se repère à l'odorat et au magnétisme, avec une boussole et l'odeur. C'est assez fou. Sachant qu'en fait, l'odorat est très développé dans les poissons, justement parce que l'eau permet vraiment de bien diffuser les odeurs. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de la mémoire des poissons et qu'on a vu qu'ils avaient des capacités quand même assez impressionnantes, on va s'intéresser un petit peu aux interactions sociales entre poissons, savoir s'ils se reconnaissent individuellement, s'ils ont des amis, une famille, s'ils sont capables de créer des liens sociaux, de confiance, et d'agir en fonction d'observation d'autres poissons ou d'observer d'autres poissons, s'ils sont capables aussi de créer même des sociétés. Le premier point pour savoir s'ils ont des interactions sociales, c'est savoir, s'ils se reconnaissent entre eux, s'ils se différencient. C'est un peu le point essentiel. Alors il y a beaucoup d'études qui montrent qu'ils sont capables de se reconnaître, et ça par beaucoup de moyens différents. Il y a soit les motifs faciaux, soit leur couleur, soit les motifs qu'ils ont, soit les odeurs. Et l'exemple que j'ai choisi de mettre en avant, c'est les demoiselles orangées,
qui arrivent à distinguer les autres poissons via les motifs qu'ils ont sur la face, qui sont des motifs ultraviolets. Donc, ce qu'il faut savoir sur certains types de poissons et aussi certains types d'oiseaux, c'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas 3, mais 4 cônes photorécepteurs. Ils sont tétrachromates. Donc ils ont 4 types de cônes, nous on a rouge, vert, bleu, et eux ils ont en plus les UV. Donc ça leur permet directement de voir un petit peu comme on voit sur l'image qui est tout à droite. Et juste là c'est l'image d'un poisson normal, et ça c'est un peu normalement ce qu'ils sont censés voir si on n'a que l'UV. Maintenant qu'on sait qu'ils savent se reconnaître entre eux, toujours les poissons de Moselle, il y a eu des études qui ont regardé s'ils avaient une préférence pour des voisins. Et en effet, les poissons de Moselle vont accepter plus facilement qu'on leur mette un poisson qui, à l'origine, était proche d'eux. Ils étaient avant proches d'un territoire juste à côté, qu'un poisson qu'elle ne connaît pas. Donc, ils vont avoir des réactions différentes en fonction du voisinage. Et les saumons aussi, il y a eu des études qui ont montré que quand leur voisin est un frère ou une sœur, ils acceptent plus facilement de diminuer leur territoire, de façon à leur laisser une petite place en plus, et ils tolèrent aussi plus facilement les franchissements. Donc, si c'est un poisson totalement étranger, en fait, ils vont beaucoup moins tolérer les franchissements de territoire. Alors, là, on va parler de la personnalité des poissons. Donc, pour ce qui est des animaux de compagnie, on n'a pas trop... Enfin, c'est assez généralement admis qu'un animal de compagnie a une personnalité timide, courageux, créatif, social, solitaire, des choses comme ça. Après, on pourrait se poser la question, est-ce que les poissons, c'est pareil? En effet, oui. Et là, il y a énormément d'études là-dessus, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'études sur les requins, mais aussi sur d'autres poissons, qui montrent qu'il y a énormément de différences de personnalité chez les poissons. Donc les chercheurs utilisent en général les mêmes termes qu'on utilise pour les animaux domestiques, craintif, courageux, apprend facilement. C'est exactement comme chez nous ou comme chez les animaux qu'on connaît mieux, parce qu'ils sont plus proches de nous. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir qu'en effet, même eux, il y en a des plus courageux, des plus craintifs, qui utilisent des outils, d'autres moins, enfin qui sont plus efficaces dans l'utilisation d'outils. Donc voilà, ça c'était pour la personnalité. Donc si on résume, on sait maintenant qu'ils sont des personnalités, qui sont de la mémoire, qui sont capables de créer des liens entre eux. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'ils créent des regroupements, est-ce qu'ils ont des familiarités entre eux. Donc de manière générale, il existe deux types de groupes de poissons. Donc il y en a qui vivent solitaires, mais sinon il y a deux types de groupes. Il y a le banc de poissons, où là les poissons sont plutôt anonymes entre eux. Il n'y a pas vraiment de lien. Et il y a des groupes plus petits, où là en fait c'est les poissons qui choisissent eux-mêmes d'appartenir ou pas à des groupes ou d'intégrer des personnes. Et concernant du coup ces créations de liens, il y a une étude qui a été faite je crois que c'est en 97, oui c'est ça, qui a étudié un peu les groupies et pour voir à peu près au bout de combien de temps il y a un lien de familiarité qui se crée entre des groupies. Donc les groupies c'est ceux qui sont tout en bas à droite. Et il faut à peu près 12 jours pour qu'il commence à se créer des petits groupes dans les groupies, des groupes de familiarité. Donc il y a à peu près 12 jours pour que ça se passe. Alors, concernant les liens entre poissons, là je vais parler plus spécifiquement des liens de confiance et d'une observation qui a été faite en 2015. C'était une observation assez fascinante. Dans les récifs coralliens, ça concerne un poisson qui s'appelle le poisson cigand. Et on observe assez souvent une alternance de ces poissons quand il y en a un qui mange. Donc là on ne voit pas, mais je vais vous montrer après une vidéo. Quand il y en a un qui mange, il y a l'autre qui monte la garde. Et puis après ils alternent et ils font une alternance à peu près à 50-50. Donc, et ça a été le fruit d'une étude. Et je vais vous montrer un petit peu, parce que j'ai une vidéo justement où on les voit en action. Donc là on voit qu'il y a un poisson qui monte la garde qui a la tête en fait dans le récif corallien. Et le fait qu'il ait la tête dans le récif corallien, forcément, il peut y avoir des prédateurs qui arrivent. Et donc le deuxième monte la garde. Et une fois que le premier a mangé, ils alternent. Donc que ce soit de la recherche ou des choses comme ça, il y en a toujours un qui regarde pendant que l'autre.
Et c'est le deuxième qui monte la garde. Là, il va. Maintenant qu'on a vu un peu le comportement et les liens entre poissons, on va parler un petit peu des observations et des déductions qu'ils en ont. Alors il y a la revue Nature qui a parlé de la capacité des poissons à faire une inférence transitive. Alors je vais vous expliquer c'est quoi, c'est tout simple, le terme est un petit peu scientifique. Alors l'inférence transitive, c'est assez simple, c'est si par exemple on a 3 bâtons, qu'on en voit 2 et qu'on voit par exemple là que le jaune est plus grand que le vert, puis dans un deuxième temps qu'on voit que le vert est plus grand que le bleu, alors sans voir, sans rien, on arrive à savoir que le jaune est plus grand que le bleu. C'est relativement simple. Voilà. Donc ça, c'est un peu le schéma. Donc comment ils ont fait pour tester l'inférence transitive chez les poissons? Alors là, c'est par rapport au rang un peu des poissons, sachant que souvent il y a des rangs entre poissons, il y en a toujours un qui est un peu plus combatif que l'autre, et les autres qui sont moins combatifs et qui ne veulent pas forcément chercher la bagarre. Donc ça se passe comment? L'expérience consiste à prendre un poisson, donc ils appellent ça le poisson focal, donc c'est celui qui va observer les choses, et d'autres poissons mâles, donc c'est tous en bas, A, B, C, D, E. Et ces poissons-là, ils sont dans des compartiments et il y a des femelles qui sont gardées près histoire de monter l'agressivité des poissons, histoire de les inciter un peu à se battre. Et ensuite, on va laisser le poisson A regarder le poisson focal regarder le poisson A et le poisson B, puis le poisson B et le poisson C, puis le poisson C et le poisson D, puis le poisson D et le poisson E. Et donc, à la fin après avoir regardé tous ces poissons, le poisson focal est mis dans une situation à choisir entre aller vers le côté du poisson A ou vers le côté du poisson E. Et donc systématiquement, il va vers le poisson E. Donc il en a déduit que, en effet, il valait mieux pour lui qu'il aille du côté E. Et du coup, là, j'en arrive un petit peu à ce qui se fait de plus énorme en matière d'interaction sociale. Une des espèces les plus étudiées par les scientifiques, c'est le labruide dimitiatus, labre nettoyeur. Donc c'est un poisson des mers chaudes qui vit dans les coraux. Il est de la taille un peu d'une souris, il est assez petit, donc là on le voit. Là on en voit 2 avec un poisson, et justement ils sont en train de le nettoyer. Donc les labres nettoyeurs sont des poissons qui proposent aux autres poissons du récif de faire leur toilette. Ils mangent leurs parasites, leur peau morte, les morceaux de nourriture coincés entre les dents. En un mot, c'est une nourriture contre bien-être. Alors ils peuvent faire ça seuls ou en équipe, souvent c'est un mâle pour plusieurs femelles, sachant que le labre peut changer de sexe, c'est un truc un peu bizarre, mais voilà, au début il est femelle, et après il peut devenir mâle quand c'est un peu celui qui mène un peu tout ça. Donc ils peuvent pratiquer jusqu'à 2000 interactions par jour avec plein de poissons. Ils proposent également aussi un service de massage, qui prodigue avec les nageoires pectorales sur le dos des clients. Donc les labres sont capables de mémoriser à peu près une centaine d'individus différents, toutes espèces confondues, et de se souvenir des interactions passées avec eux. Donc ça c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer une petite vidéo justement où on les voit en action. La station de nettoyage rouvre ses portes. La murène est une cliente régulière qui s'y rend chaque matin. Tout comme l'arrêt à Point Bleu. Mais elles arrivent trop tôt. La boutique est encore fermée. L'arrêt se campe sur ses nageoires et attend. Même chose dans la filiale un peu plus haut. Il y a déjà la queue. Les petits poissons nettoyeurs arrivent enfin et débarrassent prestement la clientèle de ses parasites. C'est au tour de l'arrêt. On insiste sur les branchies. Il s'agit d'une forme de troc équitable, nettoyage contre nourriture.
enfin autour de la murène. Ses branchies regorgent de parasites appétissants. D'autres endroits de son anatomie aussi. Le nettoyeur commence par tapoter légèrement la gueule de la murène. Les préposés aux branchies prennent moins de gants. Le poisson qui nettoie la gorge devient plus intrépide, puis s'arrête précipitamment. Les nettoyeurs quittent le navire. Le baliste titan est lui aussi laissé en plan. Les nettoyeurs ont repéré des poissons qui viennent pour la première fois. Ils sont servis tout de suite pour qu'ils aient envie de revenir. Les habitués vont devoir patienter. Ils passeront après les nouveaux clients. Extraordinaire ce sens des affaires chez les nettoyeurs. Certains ont tendance à faire du zèle. Le petit poisson globe n'a pas envie d'être nettoyé. Il veut juste regarder. C'est sa première visite à lui aussi. Et il est traité en priorité comme il se doit. J'ai une question. Oui. Comment ils ont fait pour savoir qui reconnaissait les clients de la nuit? Je suis pas spécialiste du tout, donc je saurais pas te dire. C'est assez bien écrit dans le livre qui sont les poissons. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Il y a plus de 431 références scientifiques qui sont dedans, voilà, avec des personnes justement, des éthologues spécialisés et qui étudient ces comportements. Okay. Toi, tu sais pas quel titre c'est juste la finalité. Alors la finalité, ouais. Après, dans le bouquin, il y a vraiment toutes les études, exactement comment ils ont fait. J'en ai regardé 2-3 justement pour en tirer 2-3 pour montrer un peu comment on faisait avec les poissons. Mais sur cet aspect-là, je ne saurais pas te dire précisément du tout. J'imagine qu'il les observe pendant longtemps, qu'il les filme pendant longtemps, tout ce qui se passe et tout ça. Moi, tu vois, si on voit un changement de comportement quand c'est des gens qui là, je vais expliquer un petit peu justement sur. On sait quels sont leurs prédateurs, on sait quels sont ceux qui sont résidents ou visiteurs, puis ils arrivent à en déduire quand même des choses. Là, je vais un petit peu introduire ça justement. Donc justement, ils ont une très bonne catégórisation, les poissons, ils arrivent à savoir exactement lesquels font partie de ça, et ça on le sait par le fait d'avoir regardé et on voit certaines choses. Alors par exemple, en fait, alors ce qu'il faut savoir avant tout aussi, parce que c'est important en amont, c'est que les labres ont une forte préférence à manger le mucus des poissons. Donc, le mucus des poissons, c'est un gel insoluble qui permet aux poissons d'aller plus vite, ça réduit leur peau, ça les rend glissantes, ça diminue le frottement de l'eau, ça les rend difficiles à attraper par les prédateurs, ça protège leur peau des infections et ça les protège aussi des agressions chimiques. Donc, autant dire qu'ils tiennent à leur mucus, les poissons, de manière générale. Et si les labres adorent manger le mucus. Et du coup, le truc, ça va être réussir à en manger dans certains cas et le laisser dans d'autres cas. Parce qu'en fait, oui, c'est un peu évident que, le mucus leur est fort utile, et en fait, ils se font mordre et c'est désagréable pour les poissons. Donc, en gros, ils vont interagir un peu différemment en fonction des types de poissons qui sont avec eux. Soit c'est des prédateurs, et là, ils vont faire le nettoyage et des massages. Ils vont leur faire des massages surtout parce que, en fait, ils sont ils sont susceptibles de les manger. Et quand on est un larve, en fait, il faut vraiment baisser toujours le niveau de stress des prédateurs au maximum. Donc en gros, on voit plus de massages qui sont faits sur les prédateurs que d'autres poissons. Ensuite, pour ce qui est du mucus, ils évitent quoi qu'il arrive. Et ils ne sont pas forcément prioritaires des observations qui sont faites. Après, il y a les résidents, un petit peu ce qu'on a vu, où eux, ils ont forcément le nettoyage, et le fait de leur manger le mucus ou de leur faire les massages dépend
en fait des interactions passées. Très souvent, par exemple, un labre, enfin les exemples qui sont cités, c'est quand un labre a mangé du mucus à un résident, le résident, en fait, lui, il a comme seule possibilité de lui donner des coups, de lui montrer qu'il n'est pas content. Et là, la fois d'après, le labre nettoyeur fait le service complet avec massage et il ne lui mange pas de mucus. Parce qu'il ne veut pas se faire taper. Puis si le poisson se laisse faire, il va continuer. Et après, il y a le troisième cas qu'on a un petit peu vu, c'est le visiteur, où lui, on va se permettre de lui manger du mucus parce que s'il ne revient pas, c'est peut-être pas si grave. Ils vont lui faire plus souvent passer prioritaire parce que, étant des visiteurs, en fait, c'est souvent des poissons qui vont voyager plus loin. Ils auront le choix d'aller dans d'autres stations de nettoyage. Et du coup, il y a une concurrence qui s'inscrit et du coup, ils passent ou pas. Il y a un autre cas qui est vraiment, il y a de ce qui ressort des études scientifiques, c'est qu'il y a aussi un jeu d'observation entre les poissons. C'est-à-dire que il y a certains poissons visiteurs qui viennent, qui au début veulent juste regardent si le service est correct, et dans ce cas-là, si le service est fait sur un résident, il va un petit peu le masser, il va un petit peu mieux s'occuper de lui, il va vraiment bien faire son boulot, et comme ça, en fait, il va donner envie aux visiteurs de lui servir de client, d'être client de sa station-service. Donc après, si par exemple c'est un autre résident, alors on observe moins d'efforts particuliers. Si c'est un autre résident qui observe, il ne va pas forcément faire mieux. C'est seulement quand c'est des visiteurs qui observent. Donc ça, si tu veux toutes les références, c'est dans le livre de Jonathan Balcombe, dans le livre de Jonathan Balcombe, derrière il y a toutes les références. Donc ça, c'est un petit peu pour voir un peu toutes les capacités justement de ces poissons. Et ensuite, sur la grande question, les poissons peuvent-ils souffrir, qui est une question importante, parce que forcément, c'est un petit peu des grandes questions qu'on doit se poser pour bien prendre en compte les intérêts des poissons. Donc c'est une question un peu compliquée, j'ai préféré justement vous montrer directement la partie de la vidéo de Sébastien Moreau qui en parle. Donc il fait une vidéo sur internet qui est beaucoup inspirée, sur laquelle je me suis beaucoup inspiré dans ce que j'ai fait. Et puis, donc, je vais vous le montrer. Et on parlera beaucoup mieux. Alors déjà, il faut qu'on fasse une distinction entre la nociception et la douleur. Donc d'un côté, on a la nociception. La nociception, c'est la capacité d'un organisme à percevoir un stimulus potentiellement dommageable pour cet organisme et à y répondre le plus souvent de manière réflexe. Et on a la douleur. La douleur, c'est la perception subjective que l'on a mal. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et bien, c'est autour de ces deux notions que s'est polarisé le débat chez les chercheurs. Est-ce que les poissons ressentent vraiment la douleur de manière subjective, ou au contraire, est-ce que leurs réactions ne sont que de simples réflexes, un peu comme des automates? Aussi étonnant que ça puisse paraître, jusqu'au début des années 2000, on n'en avait pas la moindre idée. Personne n'avait travaillé sur cette question. Et c'est donc en 2003 qu'apparaissent les premiers travaux de Braithwaite et collaborateurs, poursuivis par la suite par Lynn Snedden et ses collaborateurs, sur la souffrance des poissons. Et donc cette recherche réalisée sur les truites arc-en-ciel nous apprend que ces poissons sont dotés de très nombreux nocicepteurs, dont beaucoup sont situés au niveau des lèvres, des yeux et des nageoires, ce qui représente probablement les parties les plus sensibles du corps de ces poissons. Afin d'évaluer le comportement des poissons, les chercheurs leur ont également injecté de l'acide dans les lèvres. Blessés ainsi, les truites développaient effectivement des comportements anormaux qui ressemblaient à s'y méprendre à ceux de quelqu'un qui aurait mal. Notamment, elles se frottaient les lèvres contre les parois de l'aquarium. Et ces comportements pouvaient durer plusieurs heures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on injecte un anesthésique dans les lèvres de ces truites? Eh bien, on s'aperçoit que les comportements anormaux disparaissent progressivement et que les comportements normaux réapparaissent, comme si la douleur s'était évaporée. Que nous apprennent ces travaux? Eh bien, dans un premier temps, que les truites possèdent les récepteurs qui sont nécessaires pour pouvoir ressentir la douleur. Dans un deuxième temps, que l'on est dans quelque chose qui va plus loin que la simple nociception, puisque les comportements anormaux qui s'apportent à la douleur se maintiennent pendant plusieurs heures. Enfin, que l'injection d'un anesthésique fait disparaître progressivement ces comportements anormaux, ce qui semble aller dans le sens que cette anesthésique atténue la douleur. En 2005 et 2007, sortent des publications de Millsap et Lemming qui poussent cette question encore un peu plus loin. En quoi a consisté cette étude qui a impliqué des poissons rouges et des truites? Eh bien, un poisson était mis dans un aquarium, dont une partie lui était interdite. À chaque fois qu'il pénétrait dans cette partie, les chercheurs lui appliquaient un choc électrique directement sur la tête. Ah, le poisson, il comprend tout de suite. Au premier choc électrique, il va aller se cacher de l'autre côté de l'aquarium et il se jure qu'il n'en mettra plus jamais les nageoires à cet endroit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un congénère dans la partie interdite?
sachant que lui ne reçoit pas de choc électrique. Et bien on s'aperçoit que le poisson initial qui a été stressé par la situation expérimentale est tout de même capable de se rapprocher de la zone interdite. Et dans le cas de la truite, d'y pénétrer contre les chocs électriques pour aller s'approcher de son congénère, puisque les truites en fait sont des poissons assez sociaux qui, lorsqu'ils sont en état de stress, préfèrent se mettre en groupe parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Les poissons rouges ayant répondu à peu près de la même manière, mais de façon un peu moins convaincante, les chercheurs ont décidé de remplacer le congénère par de la nourriture. Et bien on s'aperçoit qu'un poisson rouge qui a mangé il y a peu de temps reste le plus loin possible de la zone interdite. En revanche, plus l'heure de son dernier repas s'éloigne, et donc plus il a faim, et plus il va rentrer dans cette zone, malgré les chocs électriques, pour s'alimenter. On apprend donc dans cette étude que ces poissons ne réagissent pas à des stimuli douloureux uniquement par réflexe, puisqu'ils sont capables d'influencer les comportements et de prendre des décisions quant à l'acceptation ou non de recevoir des chocs électriques. En 2013, une publication de Lindstedon pose la question: est-ce que les poissons zèbres sont capables de payer un coût pour s'administrer un analgésique? Dans cette expérience, un poisson zèbre est mis dans un aquarium qui est scindé en deux parties. Une partie qui est brillamment éclairée et totalement vide, et une partie plus obscure, enrichie et qui possède un goût de poisson zèbre. Évidemment, le poisson passe pas son temps dans la partie brillamment éclairée et vide, il serait particulièrement vulnérable. Donc il est assez évident qu'il passe la totalité de son temps dans l'autre compartiment avec ses copains. Bienvenue à la partie moche de l'expérience, une de plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on lui injecte de l'acide? Il n'y a rien, il reste dans la partie obscure, on l'a dit, c'est là où il sera en sécurité. Donc il reste là. Mais Lindstedon avait une idée en tête. Comment va agir ce poisson zèbre si à présent on dissout de la lidocaïne, qui est un analgésique, dans l'eau de la partie brillamment éclairée? Eh bien, le poisson zèbre va surmonter sa peur de cette zone lumineuse et va rentrer dedans de façon à s'administrer l'analgésique et calmer ainsi sa douleur. Alors, que retient de ces travaux? Eh bien que manifestement, l'analgésique est capable de diminuer une sensation qui est suffisamment pénible pour que le poisson soit prêt à se rendre vulnérable pour s'administrer cet analgésique. Alors, autant vous dire que les tenants du simple réflexe, ils commencent à voir les pierres de la forteresse s'effondrer. Et en 2015, Lindstedon, encore elle, publie Pain in Aquatic Animals. Cette publication regroupe tous les travaux qui ont été réalisés et qui essaient d'évaluer la capacité des animaux marins à ressentir la douleur, notamment les poissons, les crustacés et certains mollusques. S'appuyant sur de nombreux critères qui servent en général à démontrer que les animaux terrestres peuvent ressentir la douleur, Lindstedon prouve, étude à l'appui, que les poissons remplissent effectivement toutes les caractéristiques attendues. Et en conclusion, très logiquement, que oui, les poissons ressentent la douleur. Du coup, le fait de savoir que les poissons peuvent ressentir la douleur, on pourrait se poser une question qui est: ne pas faire souffrir les animaux, est-ce une obligation morale? Donc là-dessus, je vais faire un tout petit peu de philosophe. Il y a une prémisse normative. Donc, une prémisse, en gros, c'est une hypothèse normalement, généralement acceptée. Donc, celle qui est là, c'est: si nous pouvons empêcher une souffrance non nécessaire, nous devrions le faire. Normalement, c'est généralement accepté. Il y a deux prémisses factuelles, donc c'est tiré de faits qui sont des études scientifiques. La plupart des souffrances que nous infligeons aux animaux pour la nourriture, le divertissement ne sont pas nécessaires. Les poissons ressentent la douleur, et donc si on accepte les prémisses, normalement, on doit accepter aussi la conclusion qui est: nous devrions changer nos habitudes pour empêcher ces souffrances. Voilà, c'est un peu la partie éthique animale. Donc, pour conclure, j'espère que cette présentation vous aura permis de voir un peu les animaux aquatiques comme étant avant tout des individus sentients, avec de bonnes capacités de mémoire, une intelligence, des personnalités, des préférences, un univers social riche, des capacités étonnantes et une capacité à ressentir la douleur. Je vous redonne un peu ici les références que j'ai utilisées, et je leur dis, il y a vraiment tout dans le livre de Jonathan Balcombe, où il y a 431 notes de référence à des articles, à des observations scientifiques, et qui est souvent, en fait, si on commence à chercher quelque part, je pense que ça peut être le premier livre que je conseillerais, parce qu'après, on peut justement aller regarder un aspect en particulier, que ce soit la souffrance ou leur capacité de mémoire ou autre. C'est super bien fait, les références sont carrées. Et il y a aussi le livre qui est ici, qui s'appelle Sous les paupières, les paupières des poissons, qui reprend aussi des choses et dans lequel aussi il y a des références.